Donc, dans cette équation, si on remplace ρ par la valeur déjà trouvée, mu sur A3, donc ce qui nous donne A seconde sur A qui est égal à moins 4 tiers G P mu sur A3. Donc, ce paramètre variable A qui apparaît toujours. Bon, c'est une équation de Friedman, ou bien une forme de l'équation de Friedman. Bien sûr, Friedman a trouvé cette équation en utilisant la relativité générale, mais il aurait pu trouver cette forme de son équation en utilisant la mécanique newtonienne. Bon, donc ce qu'on a trouvé, c'est un paramètre h qui est A' sur A, qui est toujours plus grand que 0, donc ça représente une vitesse. Le paramètre A seconde sur A, on a trouvé un signe moins, donc c'est un paramètre négatif qui représente une accélération. C'est comme si l'univers était en expansion, accéléré, mais l'accélération est négative. Donc, il est en expansion, mais cette expansion, elle est en train de ralentir. Donc, je vous précise que c'est un modèle newtonien. Bien sûr que le modèle trouvé par la relativité générale nous donne une accélération qui n'est pas négative. Mais en utilisant un modèle classique de l'univers, ce modèle newtonien, le modèle qu'on trouve nous dit que cette accélération, elle est négative. C'est ce qu'on appelle le modèle standard de l'univers ou bien le modèle newtonien. Bon, on va faire maintenant une petite analogie avec la vitesse de libération. Je vous rappelle donc du chapitre gravité, la vitesse de libération, c'est la vitesse qui vous permet de s'échapper de l'attraction gravitationnelle d'une masse grand M. C'est-à-dire, si vous avez la planète Terre et une certaine particule lancée à partir de cette Terre, pour pouvoir échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre, la vitesse minimale de cette particule doit être une vitesse qu'on appelle la vitesse de libération ou bien la vitesse d'évasion qui est déjà trouvée dans le chapitre gravité. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le calcul de l'énergie. Donc cette particule possède une certaine énergie qui peut être positive ou négative, vu que l'énergie, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, c'est-à-dire c'est m demi mv au carré, moins la quantité g m grand M petit m sur la distance x qui sépare les deux centres de ces deux sphères. Donc c'est une énergie qui peut être, puisqu'il y a un signe moins, donc E peut être positive ou négative. La différence entre les deux cas, c'est que si cette énergie est positive, l'objet ne retourne pas vers la Terre, il sera libéré. Donc cette vitesse, V, sera plus grande que la vitesse de libération. Donc, et notre énergie est une énergie conservée. Donc, si elle est positive, elle est toujours positive, quelle que soit la position de la particule, son énergie est conservée. Donc, cette énergie ne peut pas devenir négative. Si elle doit devenir négative, elle doit s'arrêter à un moment pour que la vitesse soit nulle et retourner vers l'arrière. Il est impossible avec ce qui est impossible avec la conservation de l'énergie. Donc, si au départ, l'énergie était positive, donc elle restera toujours positive. Il n'y a aucun moyen pour cette particule de rebrousser chemin et de revenir vers là. Donc, on fait l'analogie de cette particule avec l'expansion de l'univers. Donc, est-ce que cette expansion de l'univers, elle est positive ou bien négative? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va continuer à faire cette expansion ou bien à un certain moment, elle va arrêter l'expansion et va faire une
contraction en sens inverse. C'est une analogie avec la vitesse de libération. Donc, est-ce que cette expansion de l'univers, elle est plus grande ou non d'une certaine vitesse de libération qui nous représente une expansion continue. Donc, si cette expansion, si cette vitesse d'expansion, elle est plus petite qu'une certaine valeur, donc l'univers, à un certain moment, va arrêter l'expansion et revenir vers l'arrière et se contracter. Bon, donc la vitesse, comment trouver la vitesse de libération? C'est comme dans le chapitre de gravité, c'est en considérant le cas où E égale 0. Donc, je ne vais pas répéter le calcul, ça nous donne une valeur de V carré qui est égale à 2Gm sur X. Bon, est-ce que le mouvement de l'univers, cette expansion de l'univers, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que cette vitesse de libération qui est racine de 2Gm sur X? Bon, je vous rappelle maintenant que nous sommes toujours dans un repère newtonien. Donc, dans un calcul de Newton, on va trouver l'énergie de cette particule. Bon, c'est un demi mv carré. V, donc, on a trouvé que V c'est A' fois R, donc V carré c'est A' carré fois R carré, moins l'énergie potentielle, donc j'ai M sur X qui est représenté par la quantité A fois R. Donc, si cette énergie était égale à 0, donc cette quantité est égale à 0, on peut simplifier par un petit m et multiplier fois 2. On aura donc A' carré R carré moins 2Gm sur A. Donc, on divise aussi par R carré, donc on retrouve A' carré moins 2Gm sur AR au cube qui est égal à 0. Donc, comme toujours en astronomie, on divise, on fait des rapports. Donc, A' carré, on va la diviser par A carré. Et donc, on divise toute l'équation par A carré. Donc, c'est A' carré sur A carré moins 2 Gm sur A au cube, R au cube qui est égal à 0. Bon, donc on a un A cube, R cube, donc on peut introduire la notion du volume en multipliant ce rapport par 4 tiers pi sur 4 tiers pi. Donc ça ne change rien. Donc on aura A' carré sur A carré moins 2 Gm sur A3 R3 4 tiers pi fois 4 tiers pi qui est égal à 0. Donc M, cette quantité M sur 4 tiers pi A3 R3 qui représente le volume. Donc c'est M sur le volume, c'est la densité ρ. Donc ce qui nous donne A' sur A au carré qui est égal, donc on se débarrasse du signe moins, donc on retrouve donc c'est G ρ fois 2 fois 4 tiers pi, donc c'est 8 tiers pi. Donc c'est égal à G fois 8 tiers pi fois ρ. C'est donc l'équation de Friedman. Et on peut remplacer ρ par nu sur A3, donc ce qui nous donne A' sur A au carré égale G 8 tiers pi nu sur A3. Donc, c'est un paramètre ou bien une quantité constante. G est une constante, 8 tiers pi c'est une constante, nu c'est la masse contenue dans un cube de gris qui est constante. Donc, tout ce terme-là, 8 tiers pi nu fois G est une constante qu'on peut prendre égale à 1 ou bien qu'on peut considérer égale à n'importe quelle valeur. Le plus facile, c'est de le prendre égal à 1. Ça, on peut le faire par un bon choix de notre repère. Donc, c'est un calcul qu'on va utiliser, un choix approprié de paramètres de grille. On peut rendre cette quantité égale à 1. Donc, A' sur A au carré
sera équivalente à 1 sur A3, ou bien une certaine constante sur A3. Bon, ce A' sur A au carré est égal à 1 sur A3. Donc, elle nous montre cette équation que A' ne s'annule jamais. Donc, elle est fonction de 1 sur A3. Elle va tendre asymptotiquement vers 0. Donc, si A augmente avec le temps, ce qui est le cas. Donc, A augmente toujours, augmente, augmente. Donc, le rapport 1 sur A3 va diminuer. Il va tendre asymptotiquement vers 0, mais sans atteindre 0. Donc, elle ne sera jamais 0, mais elle tend vers 0. Donc, d'après ce modèle newtonien, c'est la vitesse d'expansion va diminuer, mais elle ne s'annule jamais. Elle ne s'annule jamais, donc l'univers ne va jamais se contracter. Donc, il va continuer cette expansion pour toujours, même avec une vitesse plus faible, mais c'est une expansion continue dont la vitesse ne s'annule jamais. Bon, on a une équation différentielle, ou bien une équation A' sur A au carré qui est égale à 1 sur A3. On peut trouver mathématiquement la solution de cette équation. Bon, on va considérer que A, ce paramètre A est égal à une certaine constante C fois T à la puissance, disons, P. Parce que, voilà, A, elle est dépendante de T, donc elle doit être dépendante de T à la puissance P, disons. Ce n'est pas nécessairement 1, ce n'est pas nécessairement 2, donc c'est T à la puissance P fois une constante C. Donc, A', c'est la dérivée par rapport à T, donc c'est C fois P fois T à la puissance P moins 1. Et donc, en divisant par A' sur A, donc c'est C, P, T à la puissance P moins 1 sur C fois T à la puissance P. Donc, on simplifie par un C, donc on n'a plus besoin de cette constante. P, il reste P, donc T à la puissance P moins 1 sur T à la puissance P, il nous reste un T au dénominateur. Donc, A' sur A, c'est P sur T, donc au carré, c'est P au carré sur T au carré. Et la quantité 1 sur A3, donc on divise 1 par ce A au cube, donc c'est C3, P à la puissance 3. Donc ces deux quantités sont égales. Donc parce que A' sur A au carré est égal à 1 sur A3, donc ces deux quantités sont égales. Donc P carré sur T carré, elle est égale à 1 sur C au cube T à la puissance 3. Donc on fait une petite analyse des dimensions, ce qui est déjà vu en première année. Vous faites une petite analyse des dimensions. Vous trouvez que s'il y a un T carré de ce côté, donc ça doit être un T carré dans ce côté, donc 3P est égal à 2. Donc P est égal à 3,5. Et alors donc A3, 1 sur A3, donc cette équation 1 sur A3 est égale à 1 sur C3 T à la puissance 3P nous donne que A elle est égale à la constante C fois T à la puissance 2 tiers. Donc c'est l'expansion d'un univers newtonien. Donc, si vous faites la racine cubique de cette égalité, vous obtenez A égale à C fois T à la puissance de T. Donc, ce qui représente une équation de l'expansion de l'univers. Je vous rappelle, c'est un univers newtonien. Hein, ce n'est pas le résultat de la relativité générale. C'est l'univers newtonien qui est en expansion comme T à la puissance de T. Voilà. Donc, c'est cette courbe-là, T à la puissance 2 tiers, qui correspond à l'énergie est égale à 0. Donc, l'énergie qu'on a pris égale à 0,
pour retrouver cette vitesse de libération. Donc, nous a donné que A, elle est proportionnelle à T à la puissance 2 tiers. Donc, A', si vous faites la dérivée, donc A' sera proportionnel à 2 tiers T à la puissance moins 1 tiers. Donc, c'est une pente qui va tendre vers 0. Donc, ça, c'est une courbe qui continue comme T à la puissance 2 tiers, qui asymptotiquement devient proche d'une horizontale. Donc, sa pente tend vers 0. Par contre, si l'énergie était négative, l'univers va se recontracter. Donc, on aurait cette courbe-là. Donc, l'univers revient en sens inverse, il se recontracte. Si cette accélération était accélérée, ce qui est le cas de notre univers réel, le cas trouvé par la relativité générale, donc on aura cette courbe accélérée, donc c'est une accélération continue, c'est une expansion accélérée qui a cette forme de courbe. Mais bon, dans ce cours, je ne vais pas entrer dans le détail de relativité générale, je laisse ça pour des cours plus avancés. Bon, toujours dans un univers newtonien, donc on va revenir à cette équation A' sur A au carré égale 1 sur A3. Donc, ce qui nous donne, si on fait la racine carrée, donc ce qui donne A' sur A est égal à 1 sur A racine de A. Donc, on simplifie par A. Donc, A' est égal à 1 racine de A, ce qui correspond à dA sur dt. A', donc c'est dA sur dt, est égal à 1 sur racine de A. Bon, si on inverse cette égalité, c'est comme si on fait le temps en fonction de A. Donc, on aura dt sur dA qui est égal à la racine de A. Donc, si comme on prend le temps qui était fonction de A, au lieu de prendre A fonction de t. Donc, mathématiquement, c'est faisable. Donc, si dt sur dA est égal à la puissance 1,5, qui est racine de A, donc l'intégrale nous donne t qui est égal à 2 tiers à la puissance 3,5. Donc, A varie comme t à la puissance 2 tiers. Voilà. Donc, si c'est A en fonction de t, donc A varie comme t à la puissance 2 tiers. Donc, je vous rappelle, A, c'est le paramètre d'échelle donc, qui représente l'expansion de l'univers. Toujours dans cet univers newtonien, donc l'analogie avec une particule attirée par la Terre ou bien n'importe quelle masse concentrée au centre. Donc l'énergie, c'est 1,5 carré moins G M sur D comme d'habitude. Si on divise par M, donc E sur M, donc là on simplifie par M, ça nous donne 1,5 carré moins G grand M sur D. On multiplie fois 2 pour se débarrasser de ce 1,5. Donc 2E sur M égale B carré moins 2GM sur D. Et le D là, c'est A fois X, donc il est variable. Et si nous supposons que X est égal à 1 pour simplifier le calcul, donc un paramètre de grille X, disons qu'on tend égal à 1, donc le D qui est AX devient égal à A, V, le A'X devient égal à A', et on remplace dans cette équation, donc 2E sur M sera égal à V au carré, c'est-à-dire A' au carré, moins 2GM sur D, c'est-à-dire A, qui est égal à une constante. Donc 2E sur M, donc l'énergie est conservée, et M aussi, c'est la masse de la particule ou bien de la galaxie dans notre cas. Donc E sur M est une quantité constante fois 2, donc c'est aussi une quantité constante. Donc cette quantité, elle est constante. Et si on divise par A carré pour obtenir toujours ce A' sur A au carré,
donc moins 2 Gm sur A au cube. Donc, c'est la constante divisée par A carré. Voilà. Donc, on fait toujours ce même calcul. A' sur A au carré, moins 2 Gm sur A cube. On multiplie par 4 tiers pi fois 4 tiers pi. Donc, pour faire, ou bien pour simplifier l'écriture en utilisant la densité. Donc, c'est une constante sur A carré. Donc, M sur 4 tiers A3, donc puisque x est égal à 1, donc ça représente la densité ρ, et 2 fois 4 tiers pi, ça nous donne 8 tiers pi. Donc, A' sur A au carré, moins 8 pi sur 3 g fois ρ, est égal à cette constante sur A carré. Bon, si la constante est positive, donc l'énergie positive, donc l'expansion, elle est continue pour toujours, pour la fin des temps, elle ne s'arrête jamais. Si la constante, elle est négative, donc l'énergie est négative, donc on aura une contraction de l'univers. D'après le modèle classique, le modèle newtonien. Donc, ce A' sur A au carré qui est égal à donc 8 tiers pi fois g ρ, donc c'est nu sur A3 plus une constante sur A carré. Donc, vous remarquez, tous ces paramètres sont positifs. Donc, tout dépend du signe de la constante. Voilà, tout ça est positif. Tout ça est positif. Donc, c'est une équation qui dépend du signe de la constante. Donc, si la constante est positive, on a toujours une expansion qui est continue. Dans ce cas, on a un paramètre sur A3, un paramètre sur A carré. Donc, si A est petit, donc le paramètre qui domine, c'est 1 sur A3 qui sera le plus grand. Donc, si A est petit, 1 sur A3 est plus grand, donc c'est le paramètre qui domine. Ça correspond à quoi? Quand A était très petit, ça correspond au début de l'univers, aux premiers instants de l'univers, au début de l'expansion. Donc, c'est une expansion qui est déjà trouvée, qui fait une allure comme t à la puissance 2 tiers. Donc, c'est le cas qui correspond au début de l'univers, à l'âge de l'univers, des premiers instants, des premières minutes, des premières années, disons, de l'expansion de l'univers. Si A est grand, par contre, si A devient grand, c'est-à-dire après que l'univers a eu le temps de faire son expansion, l'univers est devenu grand, donc A est devenu un paramètre grand. Donc, dans ce cas, c'est 1 sur A carré qui domine l'équation. Donc, on aura dans ce cas A' sur A au carré qui est proportionnel à la constante A carré, donc comme c'était comme sur 1 sur A carré. Donc A' sur A varie comme une constante sur A. Donc dans ce cas, en simplifiant par A, donc comme si A' était constant. C'est comme si la vitesse de l'expansion est devenue constante. Donc A est devenu très grand. Donc la vitesse de l'expansion sera à peu près une quantité constante. Donc ce qui va nous donner un univers qui est en expansion à une vitesse constante. Donc pour le cas où E égale 0, c'est-à-dire une expansion continue, une galaxie qui se trouve assez loin de l'univers se libère de l'effet gravitationnel et continue son expansion à vitesse constante pour toujours, ou jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est un univers qui est dominé par la matière. Ce type d'univers, on l'appelle un univers dominé par la matière.
Donc, c'est un univers qui fait une expansion à vitesse constante, comme 1 sur A3, ou bien comme nu sur A3. Donc, c'est l'allure de cette expansion. C'est comme si A, ou bien A, était fonction de T comme 1 sur A3. Donc, comme si le temps varie comme 1 sur A3. Voilà. Donc, c'est l'expansion d'un univers qui est devenu assez grand pour que la vitesse d'expansion soit constante selon le modèle newtonien. Par contre, si E était négatif, donc l'univers va rebrousser chemin et donc on aura une constante qui est négative. J'ai mis le signe moins ici pour voir que c'est un signe moins. Donc, à un certain temps, ce terme va s'annuler et la vitesse devient en sens inverse. Donc, l'univers va se recontracter. Donc, comme c'est une équation, A' sur A au carré plus la constante sur A carré est égale à 8 tiers pi g fois mu sur A carré. Donc, si vous remarquez, c'est un terme qui représente la géométrie de l'espace, parce que c'est un terme qui contient A et A', donc ça correspond à une quantité géométrique. Par contre, l'autre côté de l'égalité, ça représente une masse, donc nu sur A3, qui représente la masse, qui représente la densité. Dans ce cas, l'univers va rebrousser chemin et se contracter. Donc, au lieu de faire une expansion continue, il va revenir en arrière. Donc, l'espace va devenir plus petit avec le temps. Ce qu'on appelle la théorie du Big Crunch. Donc, ça commence avec un Big Bang, ça se termine avec un Big Crunch. Bon, en réalité, c'est très peu probable d'avoir ce modèle de l'univers. Donc, supposons maintenant que nous sommes au début de l'univers. Il n'y avait pas de masse, il n'y avait pas de galaxie. Donc, cette unité de grille, ce cube de grille, ou bien ce carreau de grille, est rempli par des photons. Bon, les photons, donc, ce sont des ondes électromagnétiques qui ont une certaine longueur d'onde. Et comme l'univers est en expansion, donc comme A varie en expansion, la longueur A augmente, ou bien le paramètre A augmente, les distances augmentent. Donc, la longueur d'onde de ces photons, elle est entraînée avec cet univers. Donc, la longueur d'onde de ces photons va augmenter, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, le redshifting. Donc, les photons auront des longueurs d'onde plus grandes suite à l'expansion de l'univers, c'est-à-dire la longueur d'onde, elle est entraînée avec cette expansion de l'univers. Dans ce cas, l'énergie diminue comme 1 sur A. Donc, pour les particules, si on reprend le cas des particules, les masses restent les mêmes, mais c'est la densité qui est variable. Donc, dans ce cas, dans le cas des photons, c'est une densité en énergie qui diminue, comme 1 sur A. Donc, que ce soit une densité en matière ou bien une densité en énergie. D'ailleurs, c'est la même chose d'après la relation d'Einstein. E est égal à mc carré. Donc, énergie, densité d'énergie ou bien densité de matière, ça revient au même. C'est une densité en énergie. Donc, ça va varier comme 1 sur A. Dans ce cas, l'équation, c'est-à-dire que A' sur A au carré qui est égal à 8 tiers pi g mu sur AK moins constante sur A carré, c'est ce qu'on appelle un univers dominé par la radiation. Pourquoi c'est A à la puissance 4? Parce qu'on a ajouté un 1 sur A. Donc, c'est une expansion qui est fonction de 1 sur A. Donc, on va multiplier
cette densité d'énergie, on ne multiplie pas la constante. Donc, cette densité d'énergie, on la multiplie par un autre 1 sur A. Donc, au lieu d'avoir A au cube, comme dans le cas précédent, maintenant, on a un A à la puissance 4. Donc, je répète, on a une certaine densité d'énergie qui diminue comme 1 sur A. Donc, il y a une variation additionnelle de cette quantité d'énergie comme 1 sur A. Donc, cette densité d'énergie doit être multipliée par 1 sur A. Donc, ce qu'il y avait au début, ce nu sur A à la puissance 3, fois un autre 1 sur A, ça devient nu sur A à la puissance 4. Donc, dans ce cas, c'est l'équation qui représente un univers qu'on appelle un univers dominé par les radiations. C'était avant d'avoir de la matière. Donc, c'est une quantité constante, 8 tiers pi g nu. Donc, on s'arrange avec notre choix d'unité à rendre cette quantité est égale à 1. Et toujours, prenons le cas où E égale à 0, donc c'est le cas limite pour avoir la vitesse de libération. Donc, si E égale 0, donc on se débarrasse de cette constante sur A carré. Donc, dans ce cas, A' sur A au carré est égal à 1 sur A4. Donc, A' sur A est égal à 1 sur A carré et A' est égal à 1 sur A. Donc, on répète le calcul précédent, dA sur dt égale 1 sur A. Donc, dt sur dA est égal à A. Donc, si on inverse cette égalité, dt sur dA est égal maintenant à A. Et par suite, si on fait l'intégrale, donc, quelle est la quantité dont la dérivée est égale à A? C'est 1 demi A carré. Donc, t est égal à 1 demi A carré. T varie comme A carré et A varie comme racine de t. Donc, A varie comme t à la puissance 1 demi. Donc, un univers qui est dominé par les radiations varie comme t à la puissance 1 demi. Et pas à la puissance, et pas t à la puissance 2 tiers comme un univers dominé par la matière. C'est un univers dominé par des radiations qui varient comme t à la puissance 1 demi. Bon, bien sûr, notre univers est un univers mixte. Donc, il contient de la matière, des particules qui ont des masses, des particules massives. Là, on parle des particules non relativistes, donc des particules qui ont des vitesses qui n'est pas la vitesse de la lumière. Donc, des particules non relativistes qui varient comme une constante, comme 1 sur A3. Et l'univers, ou bien l'univers qui contient aussi des radiations qui varient comme 1 sur A4. Donc, c'est un univers mixte qui contient à la fois des particules et des radiations. Donc, ce A' sur A au carré doit varier ou bien doit être égal à une certaine constante 1 sur A3, ce qui correspond à la matière, et une constante 2 sur A4 qui correspond aux radiations. Donc, ça dépend maintenant de A, si elle est petite ou grande, pour voir qu'est-ce qui domine, les particules ou bien les radiations. Voilà, donc si A est grande, donc c'est 1 sur A3 qui domine, c'est l'univers dominé par la matière. Si A est petit, 1 sur A4 domine, donc c'est l'univers qui est dominé par la matière. Donc quand A était petite, quand A était petit, donc au début de l'univers, quand les distances A, la distance A était très petite, ce qui dominait, c'était les radiations. Il n'y avait pas de matière. Avec la création de la matière à un certain temps de l'âge de l'univers, donc c'est la matière qui domine, et par suite, on aura une variation comme 1 sur A3. Donc, voilà, en rouge, vous avez t à la puissance 1 demi, en bleu, vous avez t à la puissance 2 tiers.
l'univers, au début, a commencé son expansion comme T égale m demi. Et puis, à un certain temps, avec la présence de la matière, il continue son expansion comme T à la puissance 2 tiers. Donc, au début de l'univers, l'expansion était comme T à la puissance m demi. Et maintenant, avec la matière, avec la masse qui existe dans l'univers, il continue à la puissance T à la puissance 2 tiers, comme T à la puissance 2 tiers. Donc, ça commence par cette courbe rouge T à la puissance m demi, et ce n'est pas nécessairement ce point d'intersection. Ça, c'est une échelle arbitraire. Donc, à un certain moment où la masse a commencé à dominer l'univers, donc l'expansion continue comme T à la puissance 2 tiers. Voilà, je termine ce cours, ce chapitre par la notion qui est maintenant en cosmologie, qui est la notion d'énergie noire et de matière noire. Bon, je ne vais pas donc faire de calcul ni de relativité générale. Je vous explique rapidement ce que c'est l'énergie noire. Donc, on a vu dans ce cours, dans ce chapitre, que l'univers est en expansion. Donc, il y a une certaine force, qui fait que l'univers est en expansion. Bien sûr, il y a une énergie qui pousse cet univers à faire cette expansion. Donc, c'est une énergie qui remplit tout l'univers, qui se comporte comme une force répulsive, donc qui fait éloigner les galaxies les unes des autres, qui fait grandir le volume de l'espace. Donc, nous supposons qu'il y a une certaine énergie qui est inconnue jusqu'à l'instant, qu'on appelle l'énergie noire. C'est l'énergie qui accélère cet univers, qui fait l'expansion de cet univers. Bon, il y a très peu d'informations sur cette énergie, mais c'est le seul moyen d'expliquer l'expansion de l'univers. Donc, si on se pose la question pourquoi l'univers est en expansion, le seul moyen de donner une explication scientifique, c'est de supposer l'existence de cette énergie qui se comporte comme une énergie répulsive qu'on va appeler l'énergie noire. Donc, c'est une énergie qui s'oppose à la gravité. C'est une énergie répulsive. Par contre, la matière noire, c'est une matière transparente qui n'est pas observable. Transparent, c'est-à-dire que c'est une matière non chargée qui n'émet aucun signal électromagnétique. Donc, il n'y a aucun moyen d'observer cette matière. C'est une matière complètement transparente. Aucun signal émis. Donc, c'est une matière qui sert à expliquer la valeur de la gravité qui existe dans cet univers. Parce que la matière observable, toutes les galaxies, même si on prend en considération les neutrinos, tout ce qui est matière, cette quantité de matière, elle n'est pas suffisante pour créer la gravité nécessaire pour maintenir la forme actuelle de l'univers. Donc, nous supposons qu'il y a une quantité de matière non observable, qu'on appelle la matière noire, qui sert à créer cette gravité qui maintient la forme actuelle de l'univers. Donc, elle doit se trouver au sein des galaxies, bien sûr. Donc, elle contribue à la force gravitationnelle. Donc, c'est une force qui s'oppose à l'énergie noire, qui est une force répulsive. C'est une matière qui contribue à la force gravitationnelle. Donc, c'est une force attractive.
et l'énergie noire qui contribue à une force répulsive. Donc, énergie noire et matière noire, ce sont deux énergies ou bien deux forces qui se comportent en sens opposé. Donc, si vous regardez cette figure, il y a à peu près 27% de l'univers qui est matière noire, à peu près 5% matière observable, et le reste, c'est l'énergie sombre ou bien l'énergie noire. Donc, c'est ce que supposent les théories actuelles, les théories les plus récentes de cosmologie. Bon, donc j'arrête maintenant, c'est la fin de ce chapitre, et d'ailleurs c'est la fin de ce cours. Donc là, ce dernier chapitre, qui était un chapitre un peu théorique, donc il n'y a pas d'exercice d'application sous forme de TD sur ce chapitre, parce que c'est des équations, c'est des chapitres théoriques. Le TD, c'est la dérivation des formules donc, déjà vues dans ce chapitre. Donc, c'est la fin de ce cours. Bien sûr, c'est un cours de 30 heures, un cours donné en deuxième année, donc il n'y avait aucun moyen de faire des calculs issus de la relativité générale, donc je me limite à ces calculs classiques. Donc j'espère que ça vous donne une idée, une bonne idée du comportement de l'univers, et de l'astronomie et de l'astrophysique. Bien sûr, c'est un cours qui doit être complété par des cours plus avancés pour les gens intéressés.